travaux, parce que c'est une université d'été, donc il faut travailler. Je remercie tout particulièrement Clotilde Drouel-Corne et Cécile Coutin, qui étaient déjà là hier, et puis Julie Venturin, qui font l'effort l'une et l'autre, alors qu'elles ont pas mal de travail en ce moment, de venir nous parler un petit peu de leur spécialité. Alors aujourd'hui, bien entendu, après les mers et océans, espace de combat, espace guerre, je dirais, hein, espace guerrier en tout cas hier. Je sais d'ailleurs, parenthèse, c'est quand je me prends pour Tristan Lecoq, je multiplie les parenthèses, que certains d'entre vous ont été un peu frustrés peut-être hier de ne pas avoir vu en détail un certain nombre de combats navals. C'est vrai que c'est une option que nous étions éventuellement posée. Il est vrai aussi que l'histoire bataille, entre guillemets, n'est plus très en vogue depuis quelque temps dans la recherche historienne, mais il est vrai aussi que nous aurions pu consacrer un petit peu plus de temps, notamment à la bataille navale de la Grande Guerre, qui est celle du Jutland. Ceci dit, le commandant Brézé sait des tas de choses sur la bataille du Jutland, est en train de repréparer un autre ouvrage là-dessus, donc je vous incite, je vous encourage à vous en servir comme homme ressource, de lui poser plein de questions sur cette dimension. Alors aujourd'hui, nous poursuivons sur un autre thème, qui est le thème effectivement des mers et océans, espace ouvert, espace transport, espace économique et espace culturel également, au sens, même si c'est une expression contre laquelle j'ai combattu, au sens où l'entendent des tenants de la culture de guerre, hein, c'est-à-dire effectivement un espace qui est l'objet d'enjeux médiatiques, politiques, notamment à travers un certain nombre de questions. Alors là, nous sommes dans le prolongement complet, bien entendu, de ce que nous avons vu hier, hein, les océans, espace combat, mais il est bien évident que cette césure entre espace combat, espace économique, espace culturel est un petit peu artificielle, vous l'avez tous et toutes compris, hein, bien entendu, il s'agit de pouvoir scander des rythmes de demi-journée, mais tout ça est bien entendu en interaction, hein, constante et permanente. Donc c'est dans cette optique que je vais céder la parole tout de suite à Clotilde Drouel-Corne, éminente spécialiste de l'économie de la Grande Guerre, et qui va vous entretenir donc de ces dimensions. Clotilde. Merci beaucoup François. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Donc merci au Musée de la Grande Guerre de Meaux, à ses responsables, à la PFG, à toi François, de m'avoir convié à cette université d'été. Alors ma spécialité, c'est pas du tout ni celle des combats, ni celle des espaces maritimes, mais vous allez voir en fait pourquoi, travaillant sur le ravitaillement des Français occupés pendant la Grande Guerre, j'en suis venue à m'intéresser beaucoup à ces espaces maritimes. Alors, bien, donc le rôle central de la mer du point de vue économique dans la Grande Guerre, donc vaste sujet que j'aborderai par donc un certain nombre de points. Donc impossible pour moi de m'intéresser à tous les espaces maritimes et à tous les aspects. Donc d'abord, alors voici mon plan en quelques mots. Donc quelques réflexions sur la guerre économique et la mise en place d'un blocus maritime pendant la Grande Guerre. Je ne m'étendrai pas trop sur les aspects du blocus parce que je crois qu'ensuite il y aura un certain nombre de précisions. Ou alors j'en parlerai, mais d'une manière différente, je crois, de celle qui vous sera présentée ensuite. Et vous voyez que le terme de blocus est mis en italique puisque ça pose la définition même de ce qu'est un blocus. La question des neutres et la poursuite du commerce avec l'ennemi, qui me paraît être un point extrêmement important pour comprendre ces espaces maritimes pendant la Grande Guerre. Et puis, en fait, ce qui est au cœur de ma recherche, c'est la Commission for Relief in Belgium, qui a été en charge, ce que l'on sait assez peu, du ravitaillement des Français occupés pendant presque 5 ans. Vous voyez donc qu'il s'agit d'une formule anglo-saxonne, enfin
très, très précisément américaine, et que donc d'emblée cela va impliquer à la fois un neutre, qui devient un associé mais qui est d'abord un neutre, et par définition également des espaces maritimes. Alors, donc, mon vrai domaine de spécialisation, c'est le troisième point. Hein. Mais pour comprendre le rôle de la Commission for Relief in Belgium, pour saisir sa place, il m'a fallu faire un détour par des aspects qui ne sont pas directement ma spécialité. Donc, ensuite, je serai très sensible à vos questions, à vos interrogations, à vos remarques sur ce point. Donc, quelques réflexions sur la guerre économique et la mise en place d'un blocus maritime. Donc, il y a bien effectivement la coexistence de au moins deux guerres dans la Grande Guerre. Donc, alors celle des combats, alors qu'elles sont sur terre, sur mer, et puis une dimension qui est largement méconnue, qui est la guerre économique. Et les théâtres de la guerre économique, c'est incontestablement les mers et océans de la planète. Alors, je ne vous parlerai pas de l'ensemble de ces mers et océans, mais de quelques espaces privilégiés. Ce thème a été renouvelé, celui de la guerre économique, par des travaux britanniques et américains qui ont suscité un certain nombre de controverses, mais qui sont extrêmement stimulants. Et donc, je vous les indique. Celui de Daphne Hofer, The First World War an Agrarian Interpretation, donc qui est paru en 1989, et celui de Nicholas Lambert, Planning Armageddon, British Economic Warfare and the First World War. Alors attention, il s'arrête à la fin de 1915, donc on a une vision très stimulante avec beaucoup de débats, mais en même temps assez tronquée. Alors je vous en dis quelques mots, parce que là c'est vraiment aussi de l'histoire économique, voire même économétrique pour Avner Hofer. Et donc son travail, hein, son projet, c'est d'essayer de réfléchir sur le rôle, alors en français on dirait de la nourriture, mais ça passe mal, hein, food, c'est mieux, pendant la Grande Guerre, à partir des archives uniquement britanniques et allemandes, et il s'attaque à la question de la stratégie britannique avant 1914, et il tente d'expliquer la défaite allemande sans faire référence au champ de bataille. Et il met en fait en évidence une surmortalité en Allemagne du fait des mesures de rationnement qui vont toucher de plus en plus la population, alors les militaires bien sûr, mais les civils, les femmes, les enfants, hein, et qui aurait été un facteur décisif pour aboutir à la demande d'armistice de novembre 1918. Alors, dans le détail, hein, c'est un livre très très stimulant qui travaille beaucoup sur donc les matières premières, les denrées alimentaires, et en fait, donc, il évoque a war of bread and potatoes, et qui serait autant, voire presque, si on le suit, davantage décisive pour comprendre la Grande Guerre, son déroulement et son issue, que l'acier, les munitions, etc. Alors je vous signale également, donc c'est un livre très copieux, un autre article qui synthétise aussi son approche Total War, Combat and Mobilization, et qui est paru il y a quelques années. Bon. Alors, Nicholas Lambert, quant à lui, rejoint en partie Avner sur des plans assez différents. C'est-à-dire que tous les deux vont revoir la stratégie britannique, et pour cela, ils mettent en évidence un tournant. Et pour Nicholas Lambert, ce serait vraiment un changement absolument décisif, même si ça a été très contesté. Alors je vous indique également, donc vous l'aurez dans les informations, les débats autour de son ouvrage, donc sur la stratégie navale britannique de Sir John Fisher,
il fait jouer un rôle clé, et d'autres historiens sont moins enclins à le suivre. Et puis surtout, Nicolas Lambert est très content de lui dans ses travaux, il faut dire qu'il est très satisfait de ce qu'il fait. Il pousse un peu, je crois, très loin son hypothèse. Alors lui, il est américain. Mais tous les deux, quand même, se rejoignent pour mettre en évidence une sorte de tournant intellectuel, de transformation en fait, des modes de pensée et de prise en compte par les stratèges du processus d'industrialisation, de l'augmentation des échanges dans les sociétés industrialisées à la fin du XIXe siècle, de la dépendance économique des puissances européennes à l'égard de leurs importations, des exportations en matières premières, en marchandises diverses, et également le rôle des flux d'informations, notamment des câbles, qui passent par là, les aspects financiers, etc. Donc en fait, mettre en évidence aussi des sociétés transocéaniques. Et ces sociétés transocéaniques, leurs stratèges en saisissent l'importance. Alors Nicolas Lambert met en évidence aussi le rôle d'une école française, de la jeune école. Alors moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la chose, mais il évoque un ouvrage que je n'ai pas réussi à me procurer, qui n'existe pas a priori dans une bibliothèque française, qui s'appelle donc la jeune école, et qui est dû à un historien, je pense hollandais, qui s'appelle Arno Rusken. La jeune école, donc la stratégie du faible, et qui est paru chez Brill en 2007. Et donc ici, ce seraient des réflexions d'officiers de marine français, notamment François Fournier, de journalistes, d'hommes politiques, notamment Édouard Lecroix, à de nombreuses reprises ministre de la Marine après 1895, donc qui, prenant en compte l'impossibilité de rivaliser avec la flotte britannique, réfléchissent à une approche qu'on qualifierait d'asymétrique, consistant à s'attaquer avec des navires légers à la marine marchande, cette fois-ci britannique, dans le but donc en fait de créer une panique importante dans le système à la fois des assurances maritimes, donc des pertes commerciales qui conduiraient les entreprises britanniques, les sociétés commerciales, les marchands, à agir sur leur gouvernement pour aboutir plus rapidement à une paix. Donc en fait, éviter la ruine, favoriser une guerre courte, et pour alors la France, cela se serait caractérisé concrètement par un programme de croiseurs et non de puissants navires, mais ça, je laisse les spécialistes. Bon. Circulation d'idées, peut-être. En tout état de cause, Werner Hofer et Nicolas Lambert s'accordent sur l'importance donc de ces transformations intellectuelles et qui auraient été prises en compte par l'amirauté, la Royal Navy. Et ils évoquent donc Andrew Fisher, donc qui est le First Lord de l'amirauté, un homme inhabituel, sensible aux dimensions économiques, qui aurait conçu, à partir de 1908, un plan mettant l'accent non pas sur la bataille navale, mais sur les aspects économiques. Donc, interrompre le trafic maritime de l'ennemi, saisir sa flotte marchande, interdire en fait tout commerce, y compris les commerces assurés par les neutres et par les navires neutres, à l'égard de l'ennemi. Utiliser également toutes les possibilités pour mettre fin au système de flux financiers, de flux d'informations par câble. Utiliser également le système des assurances, très important et assez méconnu. Bref, mettre en place une guerre totale. Ce plan a été présenté en 1912 auprès du cabinet libéral de Asquith, qui y est sensible. Et de fait, le cabinet britannique accepte, avec des modifications, mais ce type de plan, qui est présenté ensuite au Parlement en 1912.
Donc c'est ce qui conduit Lambert, sans doute en poussant très loin, à estimer que la guerre économique avait été adoptée comme politique nationale en 1912 et que donc l'espace de la guerre, c'était celui effectivement des océans et non pas le déploiement d'une force terrestre massive sur le continent européen par les Britanniques. Bon, mais ça c'est tout à fait hors de mes compétences. En tout cas, ici donc, c'est une guerre économique. Mais que se passe-t-il donc en août 1914 ? En août 1914, eh bien, dans un premier temps, c'est effectivement le plan de 1912 qui est mis en œuvre, et notamment l'ensemble des navires allemands qui sont appréhendés. Et ici, on voit l'aide que procure la grande société d'assurance et de réassurance, la Lloyd's, pour signifier au gouvernement, à l'amirauté, où sont les navires et quels sont les navires, et donc favoriser effectivement la saisie de la flotte allemande. Donc, dans un premier temps, il y aurait bien, en tout cas, cette mise en œuvre à partir du 5 août. Cela dit, cette mise en œuvre, elle ne dure pas. Et il y a donc un abandon de la guerre économique après quelques semaines. Et cet abandon, il serait dû en fait à l'intervention très massive et très forte des autres départements de l'exécutif britannique qui jugent mal le contrôle de l'amirauté sur ce qu'ils estiment être leur domaine réservé, les banquiers, qui sont aux prises avec le crash de la City. Alors le crash de la City qui est réévalué comme est actuellement très étudié comme un crash extrêmement important de ce XXe siècle. L'intervention également des hommes d'affaires qui sont furieux de l'intervention du gouvernement dans les affaires de commerce. Alors ici, ça nous renvoie donc au thème du libre-échange et à l'importance de ce libre-échange, de la liberté des échanges, et d'assurer la liberté des échanges, y compris en cas de guerre. Bon, et puis il y a aussi les interventions des neutres qui sont touchés dans leurs échanges, dans leur commerce, et dans ces neutres, il y a bien entendu les États-Unis. Et donc, de fait, le cabinet britannique en vient à abandonner très rapidement cette stratégie et à mettre en place un système d'un blocus commercial progressif, alors mis en place à la fois par la Grande-Bretagne, par la France aussi, mais son rôle est moindre, mais qui ne répond pas totalement à ce qui avait été historiquement défini comme étant un blocus, notamment ici du fait qu'il se réalise d'emblée à distance, en haute mer, et qu'il va concerner les côtes et ports des ports neutres, en particulier de la Hollande. Alors, donc ici, il nous faut faire un détour, mais là je serai rapide, pour comprendre l'importance de ces mers et océans, sur les fondements de l'exercice du blocus, et sur la législation en fait, internationale et les conventions, en fait, la naissance véritablement d'un droit international à partir de la moitié du XIXe siècle, en liaison alors avec la guerre de Crimée, et à l'issue de la guerre de Crimée, donc avec deux textes extrêmement importants, la déclaration de Paris qui vous sera tout à l'heure présentée, et puis celle de Londres. Donc moi je vous donne trois points qui sont pour moi importants, donc l'abolition de la pratique de la course, donc en fait, grosso modo c'est l'abandon du système des corsaires, hein, sauf pour les États-Unis qui ne l'abandonnent pas. Le cadre également très important de la neutralité, un pavillon neutre protégeant les cargaisons ennemies, à l'exception de ce qu'on appelle les contrebandes de guerre. Les cargaisons des neutres voyageant sous pavillon ennemi qui ne sont pas susceptibles de capture, là encore sauf contrebande, et un blocus, pour qu'il soit considéré comme légal, doit prévenir l'accès au port ou à la côte d'un pays ennemi. Donc vous voyez ici vraiment la mise en place de règles
et qui sont internationalement reconnus, mais qui posent un certain nombre de questions, notamment la question qu'est-ce que c'est qu'une marchandise de contrebande? Alors, donc, vous voyez qu'il y a aussi une contradiction entre, d'un côté, la guerre totale, et de l'autre côté, ici, ce que je vous dis, à la fois de cette naissance d'un droit international, encadrant des pratiques, et notamment les pratiques navales et à l'égard des neutres, et essayant finalement aussi avec les conférences de la Haye 1899 et 1907 de limiter ou d'éviter la guerre. Alors il y a bien une forme de contradiction et vous avez des acteurs qui pourtant assistent ou sont partie prenante des deux dispositifs. Hein. Je crois qu'on est aussi dans une période de basculement, de transformation des cadres d'action, de la stratégie, de la réflexion aussi sur le droit international, de sa naissance, mais bon. Donc en fait, ces conférences de la Haye, elles évoquent les aspects de blocus et maritime. Il y a une cour, alors, il y a la Cour d'arbitrage international de 1899, qui est plus générale, mais en 1907 également la mise en place d'un tribunal international des prises. En 1909, les puissances sont appelées par Londres, donc on vous en parlera plus précisément, donc je ne m'étends pas, mais on ne règle pas la question de qu'est-ce que c'est qu'une contrebande et qu'une contrebande de guerre, quels sont exactement les produits, comment est-ce qu'on doit les classer. Ici, il faudrait souligner le rôle d'un juriste français très très important et un prix Nobel de la paix en 1907 qu'on oublie souvent, Louis Renault, qui propose d'établir 3 listes, la contrebande absolue, la contrebande, par exemple les armes, hein, la contrebande conditionnelle, donc là c'est en fonction des destinataires et des fins, par exemple ce serait le cadre des denrées alimentaires, et la liste des produits qui ne pourront jamais être saisis, et les États-Unis réussissent à faire inclure le coton dans cette liste dans un premier temps. Bon, alors il y a aussi d'autres dispositifs, hein, mais qui en fait ont tendance à favoriser l'arrivée des marchandises vers les puissances continentales. Alors, la déclaration de Londres, elle suscite beaucoup de critiques en Grande-Bretagne, des critiques et ici, en fait, on a une contradiction entre l'amirauté, la Navy et les affaires étrangères. Le Foreign Office, lui, défend le droit des neutres. Hein. Et cette convention de Londres n'est pas encore appliquée lorsque la guerre éclate, mais les États-Unis vont exiger et obtenir apparemment dans un premier temps que cette déclaration soit respectée par le Royaume-Uni et la France. Donc en fait, ici, on va bien avoir la mise en place d'un blocus, mais commercial, et qui en fait est un blocus qui échoue partiellement jusque fin 1916. Et il échoue partiellement, hein, parce qu'il y a vraiment cette contradiction entre la stratégie et puis la diplomatie. Et donc les Alliés vont aménager la déclaration de Londres, hein, petit à petit. Ils vont transformer également les fameuses listes de contrebande. Ils contrôlent en Manche et en mer du Nord par une modeste flotte, hein, dotée de peu de moyens, les navires qui passent par la mer du Nord et par la Manche. Les navires vont être... Alors ici, on est bien dans la flotte marchande. Hein. La flotte marchande, donc les navires sont contraints de s'arrêter dans un port britannique. Et puis, donc, vous voyez la liste des produits de contrebande conditionnels qui va s'allonger, le caoutchouc, le cuivre, le glycérine, etc. Produits de contrebande absolue, le charbon, extrêmement important. Donc, vous voyez ici, on lit, alors les listes sont très longues, hein, mais on lit tous les produits en fait qui circulent, et ils sont très très nombreux.
Alors, les visions donc, entre l'amirauté, la Navy et le Foreign Office sont de plus en plus divergentes, hein, et créent donc cette espèce d'atermoiement. C'est-à-dire que même lorsqu'il y a des déclarations, hein, qui sont prises, eh bien, le Foreign Office est en mesure par exemple, lorsque des bateaux sont, lorsqu'il y a des espèces de crise, lorsque les bateaux sont arrêtés, eh bien, le Foreign Office a la possibilité de libérer les navires et les cargaisons attachées. Bon, donc, entre la lettre de ce qu'on peut lire et la réalité, il y a de grandes divergences. Hein. Et il faudra en fait attendre février 1916 pour qu'un véritable ministère du blocus, dirigé par Lord Robert Cecil, s'autonomise du Foreign Office pour que le blocus commercial commence à avoir une réalité plus sensible et à être mise en œuvre de manière plus efficace. Alors, quelle flotte marchande pour quelle fret? Ici, donc, on circule beaucoup, on circule énormément pendant la guerre. Alors, quelle flotte circule? Donc, vous voyez, ce n'est pas la flotte allemande. La flotte allemande, les cargos allemands ne peuvent, les navires donc de la flotte marchande ne peuvent plus circuler. Ils sont arrêtés, ils sont bloqués dans les ports. Bon. Donc ici, ce qui circule, c'est les flottes alliées, alors notamment bien sûr la flotte britannique, hein, la flotte française, mais certes plus modeste, et puis une petite flotte belge, mais qui a un point important notamment pour le ravitaillement, et puis des flottes des neutres, et les neutres sont extrêmement sollicités. Alors c'est le cas bien sûr de la flotte des Pays-Bas, qui est une flotte importante, plus celle de toutes les neutres du Nord, c'est-à-dire la Norvège, la Suède notamment, le Danemark. Que transporte-t-on? Alors on transporte donc de tout, des matières premières, beaucoup de denrées alimentaires, des produits manufacturés, et les flux sont intenses. Et ici, donc, on commence à en avoir un bon aperçu par les statistiques qui sont réalisées par le Board of Trade britannique, et qui donc, vous voyez, pour en fait mettre en œuvre les éléments du blocus, ben, il faut avoir des statistiques, et donc ici on a le développement par ailleurs, hein, donc de statistiques assez précises par pays. Et donc ici il s'agit à chaque fois d'essayer de comparer avant la guerre, pendant la guerre, qu'est-ce qui se passe, de où vers où. Bon. Et donc les renseignements économiques se développent de manière tout à fait fondamentale, hein, extrêmement sensible pendant la Grande Guerre. Alors, ici, ce que l'on voit, ce sont des trafics donc, très nombreux, et notamment vers les neutres du Nord. Alors, je vous indiquerai ensuite en bibliographie des ouvrages qui peuvent vous donner nombre d'éléments précis, concrets en termes de chiffres, de volumes, de montants. Mais ce que l'on voit, c'est une augmentation donc très sensible, en fait, des volumes reçus par les neutres. Et également, d'ailleurs, des volumes reçus par le Royaume-Uni et qui sont en partie réexportés vers les neutres. Donc, vous voyez ici, il y a aussi tout un jeu d'exportation, de réexportation qui est très intéressant à étudier. Donc, les volumes augmentent sensiblement vers les neutres, et ce qui signifie en fait qu'il y a une partie qui est réexportée vers l'Allemagne. Et une partie assez sensible, y compris d'ailleurs de la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que là, je vous cite un élément, entre le dernier trimestre 1914 et le dernier trimestre 1915, on a une augmentation de 292% hein, en volume des exportations de la Grande-Bretagne vers la Hollande. Et là, on peut penser qu'il y a une partie notable qui est à destination de l'Allemagne. Et donc, c'est en décembre 1915 seulement que le gouvernement britannique interdit les relations
relations entre les firmes britanniques et celles dont les liens avec l'ennemi peuvent être établis. Donc les navires, les firmes, les entreprises, les banques sont concernées, et c'est l'établissement de fameuses listes noires qu'on connaît aussi en France et qui ont donné matière à beaucoup aussi de difficultés, d'opposition. Donc en fait, vous voyez qu'on a un blocus, mais qu'il est quand même très perméable. Il y a beaucoup de fuites, beaucoup de dissimulation, beaucoup de réexpédition de la part, notamment de la part des neutres. Mais avec, vous voyez, parfois la complicité, par exemple, des marchands britanniques. Alors, donc, face à ces échecs ou à ce manque d'efficacité, à partir de 1916, on a la mise en place, alors sous la pression française aussi, d'un système de rationnement des pays européens neutres fondé sur leur consommation observée en tant que paix. Donc vous voyez là encore que ça exige d'avoir des informations économiques, des statistiques économiques assez précises. En juillet 1916, quasi-abandon de la déclaration de Londres et mise en place d'accords qui sont très intéressants parce que ce sont des accords d'exportation des neutres vers la Grande-Bretagne. En fait, c'est une sorte de chantage de la Grande-Bretagne qui dit voilà, on laisse passer des navires vers vos ports avec tel type de produits, telle quantité. On vous accorde aussi le charbon de soude, un élément très important, mais on exige que vous nous envoyiez des produits alimentaires, essentiellement, à tel prix, en telle quantité. Alors, vous voyez que ça pose différents problèmes, parce que, en fait, ces pays neutres continuent, eux, par ailleurs, d'avoir leur propre commerce avec l'Allemagne. Et en fait, ce que l'on s'aperçoit ici, qu'il y a ce qu'on peut appeler un commerce avec l'ennemi, alors qui existe finalement de tout temps, et qui continue pendant la Grande Guerre. Et donc, les Britanniques, les Français savent très bien, bien sûr, que les pays neutres continuent à commercer avec l'Allemagne, et que l'Allemagne achète très cher les produits. Et que donc, ici, il s'agit d'évaluer ce qui est envoyé à l'Allemagne et d'exiger, en fait, d'avoir à peu près les mêmes quantités et à un prix moindre. Bon, alors, le blocus commercial on commence à voir les effets sur les importations allemandes à partir de la seconde moitié de 1916. C'est bien sûr la reprise et l'extension de la guerre sous-marine du Reich en février 1917, puis l'entrée en guerre des États-Unis qui conduisent à un très net renforcement du blocus à partir de l'automne, à un contrôle de tout le fret allié et associé, et aussi à un contrôle du fret des neutres. Fin 1917, on a la mise en place, alors là vraiment d'un système allié, avec la MTC, donc la Allied Maritime Transport Council, qui est basée à Londres, sous la direction de Lord Salter, qui a laissé des mémoires très intéressantes, secondé par Jean Monnet. Et donc là, on a la mise en place d'un pool du fret entre alliés et associés, une rationalisation des transports militaires et commerciaux, une organisation des convois, une gestion commune des assurances. Mais vous voyez, déjà, on est fin 17 pour cela. Je vais vivre ici sur la question de la neutralité pour vous dire que la neutralité, elle est en fait centrale dans l'histoire économique de la Grande Guerre. Et que c'est une neutralité alors, qui n'est pas à considérer avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est une neutralité sérieuse, ce n'est pas une neutralité de dérision. La neutralité, elle est essentielle au système qui se met en place au XIXe siècle, système diplomatique qui va à peu près du Congrès de Vienne à la guerre de 14. Et on choisit, la Grande-Bretagne a choisi à plusieurs reprises cette neutralité. Et là encore, il ne faut pas être trop caricatural parce qu'il y a certes un pragmatisme des acteurs, c'est-à-dire que ça peut être très intéressant sur un plan commercial d'être neutre, c'est sûr, mais qui se combine aussi avec un idéalisme national et international de la promotion de la paix.
et avec lesquels les belligérants doivent compter. Donc là, je pense que c'est très important. Alors on le sait dans le cas des États-Unis, mais de la Hollande également, c'est très net. Il y a une véritable noblesse de la position du neutre qui participe, ou qui se voit participer d'un système en fait de maintien de la paix, du fait de ce statut de la neutralité. Alors je vous renvoie à un ouvrage que moi je trouve très stimulant de Marge Abenhuis qui s'appelle An Age of Neutrals, Great Powers Politics, donc 1815-1914, qui envisage tous les aspects de la neutralité. Elle a également écrit un ouvrage sur le choix de la neutralité par les Pays-Bas pendant la Première Guerre mondiale. Donc vous voyez qu'en fait, à chaque fois, le Foreign Office, par exemple, ou même tout ce qui tourne autour du blocus, ici, la question derrière, c'est celle des neutres. Donc pendant la Première Guerre mondiale, et pour les Alliés, il y a deux neutres qui sont essentiels. Ce sont les États-Unis, alors avec une neutralité bienveillante, telle qu'elle est définie par le président Wilson, mais qui est une neutralité extrêmement rugueuse, qui est loin d'être définitivement acquise en 1916, et qui contraint constamment les Alliés à négocier la circulation des marchandises. Donc des marchandises empruntant des bateaux neutres et des marchandises dont on sait qu'une bonne partie est à destination de l'Allemagne en fin 1914-1915. Les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, cette fois-ci, pour les États-Unis, c'est leur puissance, bien entendu, leur puissance économique, financière, les liens culturels, politiques. Pour les Pays-Bas, c'est leur position. Et là, c'est une neutralité qui est recherchée et protégée par les Alliés et par l'Allemagne. Et il faut donc se souvenir que Rotterdam est en 1910 le second port allemand. Et puis par ailleurs, il y a la Convention sur le Rhin qui date de 1831 et qui contraint également à laisser passer par le port de Rotterdam notamment les denrées alimentaires. Donc il y a ici la nécessité pour les Alliés de ne pas s'aliéner les neutres, donc pour des raisons économiques, financières, politiques. Et donc par exemple pour la Hollande, ça signifie qu'on va éviter de mettre en péril son choix de la neutralité en 1914, même si d'emblée on bafoue ses droits par le blocus touchant ses côtes. Alors, ici, donc, la solution en fait, qui est trouvée, qui est inventée à l'automne 1914, c'est la constitution d'un organisme privé chargé de négocier les accords avec les Alliés, ce que l'on appelle le NOT, le Netherlands Overseas Trust, qui est présidé donc, par le directeur de la Banque de Hollande, qui est surveillé par l'attaché commercial à la délégation britannique à la Sir Francis Oppenheimer, pour le compte de la Grande-Bretagne et de la France, et il gère donc, ce note, l'ensemble des biens importés en Hollande, étant précisé que l'engagement est de ne pas réexporter les marchandises vers l'Allemagne. Ça, c'est l'engagement. Et donc, ça permet à la Hollande de continuer à recevoir tous ces produits, notamment de ces colonies, très importants. Cela dit, vous voyez le gros trou, c'est-à-dire que, certes, interdiction de réexportation, mais le NOT ne surveille pas les exportations des produits hollandais vers l'Allemagne. Et donc, en fait, on a une substitution. C'est-à-dire que les Hollandais voient arriver des produits, notamment des denrées alimentaires, depuis le reste du monde. Et puis, ce qu'ils exportent vers l'Allemagne, c'est leur propre production. Voilà. Et donc, il faudra du temps avant de pouvoir également toucher cet aspect-là. Et puis, il existe des accords secrets. Par exemple, parce qu'il y a des opinions publiques, les opinions publiques sont très réticentes aux États-Unis et dans d'autres pays à ce blocus, et au blocus notamment touchant les produits alimentaires. Et donc, le Foreign Office accepte que de petites quantités de café, de cacao, tabac, etc., soient réexportées vers l'Allemagne. Donc, vous voyez, là, ici, la complexité des choses. Et bien entendu, donc, vous imaginez derrière tout ce que cela signifie comme trafic.
Oui, 5 minutes, ça va être... Mais je vais essayer. Hein. Alors, je vous donne quelques références. Très intéressant pour la France, l'histoire et résultats du quasi-blocus naval. Donc ça, c'est une thèse de droit. Et vous allez trouver beaucoup d'éléments chiffrés, précis, etc. Étienne Clémentel, bien sûr, la France et la politique économique interalliée. Donc il a été ministre du Commerce et de l'Industrie et de la Marine marchande à plusieurs reprises. Et c'est un des tomes de la Fondation Carnegie pour la paix internationale. Bibliographie complémentaire. Celle de Eric Hobsbawm, et puis du seul travail qui existe sur le blocus français d'une historienne américaine qui date de 1974, mais elle est loin d'avoir vu toutes les archives, puisque les archives du blocus ne sont toujours pas totalement classées. Donc ces archives sont au ministère des Affaires étrangères, et il y a, à mon avis, énormément de travaux à faire pour cela. Alors moi, mon thème vraiment, c'est la Commission for Relief in Belgium. Et vous voyez ici donc un de ces cargos qui va traverser l'Atlantique avec presque son propre drapeau. Alors ici, donc moi, ma question c'est comment est-ce qu'on survécu les Belges, pour moi les Français occupés pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont survécu. Alors que les Allemands, du fait du blocus, avaient indiqué qu'il n'était pas question pour eux de prendre en charge leur approvisionnement en nourriture. Or, Belgique, comme France, du Nord, sont des pays extrêmement dépendants. 80% de l'alimentation devait être importée. Comment ça se passe? Donc ici, comment ça s'est passé? Ça s'est passé justement par ces mers et océans. Alors, il existe un vieux livre très, très incomplet qui s'appelle « Le ravitaillement de la France occupée », Paul Collinet, Paul Stahl, 1928, toujours la fondation, la dotation Carnegie, qui est une source absolument majeure pour l'étude des aspects économiques et sociaux de la Première Guerre mondiale. Je vous rappelle, 2 millions de Français occupés pendant plus de 4 ans, 10 départements en tout ou partie. Et alors, comment ça se fait? On passe justement par les neutres et par ces dispositifs compliqués du blocus. Donc ça signifie qu'on continue vraiment, vous voyez l'importance ici des mers et océans. Les 7 millions de Belges, les 2 millions de Français vont recevoir pendant plus de 4 ans une partie très considérable de leur alimentation de base, le grain, la graisse, le bacon, du riz, des pois, etc., l'alimentation pour les enfants, en partie des textiles. Ils vont recevoir cela par une organisation qui est une organisation non gouvernementale, qui n'aura jamais aucun statut, il n'y a pas de statut juridique, rien, qui se met en place à Londres en octobre 1914, qui durera jusqu'en juin 1919, et dont le président et fondateur est Herbert Hoover, qui sera le futur président des États-Unis. Et donc ici, il s'agit en fait de répondre à un besoin, cette organisation donc non gouvernementale va être, alors qui a à sa tête des neutres, elle va être capable d'acheminer au travers de l'Atlantique et depuis des lieux très éloignés les uns des autres, du grain, enfin, de quoi nourrir donc 9 millions de personnes, et en assurant, alors au pire des moments, c'est 1600 calories par personne par jour. Et autrement, on est plutôt dans les 2000-2500. Donc vous voyez ce que ça signifie. Alors c'est assez complexe dans le détail, je peux vous en reparler à d'autres moments, mais ça signifie donc que vous avez ici une organisation qui est capable d'acheminer, d'affréter et d'avoir en fait l'accord implicitement explicite de tous les belligérants et des neutres. Et donc bien sûr les États-Unis et les Pays-Bas, mais aussi l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Vous voyez aussi ce que ça signifie. C'est un système extraordinairement complexe dans le détail, mais je vais vite. Alors,
Donc, ici, alors, la Commission for Relief in Belgium a publié, après la guerre, une partie de ses archives. Alors, on a tout. Tout est à Stanford. Et donc, voilà. Donc, ils devaient, eux, ils étaient soumis, bien entendu, au dispositif du blocus. Donc, ce sont des aménagements, vous voyez, du blocus, et acceptés par l'Allemagne. Donc, il leur fallait également des routes, y compris lorsque les États-Unis entrent en guerre comme associés, les Allemands acceptent, et tout le monde en fait accepte de garder le système de la Commission for Relief in Belgium. Bon, et donc les cargos de la SRB quelques-uns seront touchés, mais en fait relativement peu. Et vous voyez ici donc les zones de danger qui sont extrêmement importantes, mais je crois que vous en avez vu hier de semblables. Alors, donc, on va importer pendant d'octobre 14 à août 19 5 millions de tonnes de marchandises. Donc, et tout ça, donc, ça passe par ces flottes marchandes, la flotte des neutres. À un moment donné, même la CRB achète quelques navires. Alors, il y a donc un thème que vraiment, je crois, il faudrait développer, c'est celui des assurances pendant la guerre, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre dans la marine marchande, d'une certaine manière, et qu'un des grands acteurs, c'est l'Allemagne. Bon, donc, ça, ce sera un très beau thème. Donc, vous voyez ce que l'on fait passer, et on le fait passer vers un seul port qui reçoit, là, et qui est alors, si je reviens, et qui est celui de Rotterdam. Donc, Rotterdam, on voit arriver ces cargaisons destinées donc aux civils, belges et français, sur les navires portant cette inscription de la CRB, et ensuite, par la voie fluviale, ferroviaire, quand c'est possible, routière, tout arrive et surveillé dans la distribution et ne doit bien entendu parvenir qu'aux civils. Donc dans le détail, c'est très complexe. Mais vous voyez, donc tout ce qui est transporté, alors qui arrive en France, donc on a pour la France, donc la commission d'alimentation du nord de la France qui va distribuer dans chaque commune selon des règles précises. Et puis, donc, vous avez aussi des bienfaiteurs qui arrivent à faire passer via la CRB un certain nombre de produits pour les enfants, par exemple, au moment des fêtes de Noël, etc. Alors, si on va vraiment jusque dans le détail, ensuite, ces denrées vont se retrouver, par exemple ici, les archives municipales de Lille, vous avez les distributions, donc alors souvent c'était par semaine, et vous voyez que c'est bien noté, denrées alimentaires, qui sont des denrées américaines, et aussi des denrées hollandaises, et donc la Hollande ravitaille aussi les civils, notamment les civils français. Alors, ce rôle des mers et océans, donc vous voyez que, j'essaie de vous le dessiner sur le plan économique. Il est extrêmement aussi important à la fin de la guerre. Et le Herbert Hoover, qui est toujours à la tête de la Commission for Relief in Belgium, qui est également à la tête, qui est Food Administrator du président Wilson et aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale à partir de juin 1917, est également à la tête d'une organisation qui s'appelle l'American Relief Administration, qui joue un rôle absolument clé, notamment au début, immédiatement à la fin de la guerre et au début des années 20, dans le ravitaillement, voire en partie des formes de reconstruction de l'Europe, et notamment de l'Europe centrale, de l'Europe orientale. Et là aussi, les voies maritimes sont extrêmement importantes. Voilà. Donc, je m'arrête parce que je crois qu'il est plus que temps. Et ensuite, je suis à votre disposition pour toutes les questions.
Merci beaucoup Clotilde pour cette mise au point allant de, je dirais, de la position de recherche à travers les théorisations de Hofer et de Lander, mais surtout à travers l'exemple lumineux des neutres qui sont sollicités de toutes parts. Et je crois qu'il faudrait qu'on fasse à nouveau frais des travaux sur les neutres, notamment sur les Pays-Bas, parce que il n'y a pas que dans le registre économique où les neutres sont sollicités partout. Lorsque la section cinématographique des armées est créée en mars 1915, au printemps 1915, j'ai essayé de voir où les photos, par exemple, étaient distribuées, et justement, les neutres sont, je dirais, une priorité de choix. Hein. Mais je crois aussi qu'à travers ton exposé remarquable, il y a quelque chose qui doit nous interroger, c'est le maniement sans cesse réitéré de l'expression « guerre totale ». Et moi, plus je travaille sur la Grande Guerre, moins je suis persuadé de cette expression guerre totale, qui est de toute façon une expression a posteriori de Ludendorff de l'entre-deux-guerres, ou éventuellement de Goebbels de 1942. Mais on voit bien, à travers ce que Clotilde nous en a dit, que le blocus, c'est un blocus avec tellement de trous, de compromis, de négociations, etc., que la notion de guerre totale doit être réinterrogée, je crois, très sérieusement, pour pas qu'elle soit employée comme ça systématiquement, notamment dans les manuels du secondaire. Je suis parfois assez atterré de voir que l'expression est passée comme une lettre à la poste, ce qu'elle n'aurait pas dû faire.